Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. On en compte plus de 4500. Depuis 20 ans, les astrophysiciens n'arrêtent pas de dénombrer les exoplanètes, ces planètes qui n'appartiennent pas à notre système solaire, mais qui tournent autour de leur propre étoile et sont situées à des années-lumière de nous. Depuis la découverte de 51 Pégasi B, située, elle, à 51 années-lumière du Soleil, de nombreuses découvertes en astronomie nous rappellent que, sans doute, il y aurait d'autres terres susceptibles d'accueillir la vie, car elles sont situées dans une zone habitable de leur étoile, pas trop proche ni trop loin. On va voir ce que c'est. Vous souvenez-vous de la super-Terre, au diamètre mesurant seulement 2 fois et demi la Terre, ce qui l'a placée dans le rang des planètes pouvant ressembler à la nôtre? On le sait maintenant, GJ1214b ne peut pas accueillir de vie. Et vous rappelez-vous de la petite étoile naine TRAPPIST-1 et de ces 7 exoplanètes découvertes par une équipe internationale? Elles ont fait beaucoup parler d'elles l'an dernier et pourraient le faire encore car il semblerait que leurs masses rocheuses contiennent de l'eau en grande quantité et donc pourraient héberger de la vie extraterrestre. Notez toutefois le conditionnel. Une récente découverte québécoise modifie encore la perception de notre monde. Une astrophysicienne de l'Université de Montréal, Lorraine Weiss, a mis à jour que la règle des systèmes planétaires serait plutôt la régularité, un peu comme des petits pois dans une cosse, ce qui ne s'appliquerait pas à notre système solaire. Les découvertes sur les exoplanètes modifient donc la perception de notre univers, relancent le débat sur la vie extraterrestre, mais ramènent aussi des interrogations du côté de la technologie nécessaire pour parvenir à rejoindre ces terres tellement lointaines. Entre promesses et spéculations, l'émission d'aujourd'hui se penche donc sur les planètes extrasolaires, alors restez à l'écoute. Nous avons avec nous Marie-Ève Naud, astronome, coordinatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Jean-Pierre Urbain, blogueur, communicateur scientifique et auteur d'ouvrages de vulgarisation de l'astronomie, par exemple En route vers les étoiles, Objectif Mars et Il y a de la vie sur les exoplanètes, pour ne citer que cela. Bonjour. Bon matin. Depuis 20 ans, les découvertes se multiplient. 4500 exoplanètes, ça forme un bassin extraordinaire pour tenter de trouver d'autres terres comme la nôtre. Où en sommes-nous exactement, Marie-Ève? Ce qui est intéressant, en fait, avec l'état actuel des connaissances sur les exoplanètes, c'est qu'on commence justement à avoir une quantité appréciable d'exoplanètes qui nous permet de déduire des choses, pas seulement sur une planète, sur une autre planète, mais aussi sur la population en général des exoplanètes. Puis on commence comme ça à se faire une idée de quoi ça a l'air un système planétaire. Un système planétaire normal, un système planétaire type. Est-ce que notre système solaire est un système planétaire normal, un système planétaire type? Bien sûr, on a encore des grosses limitations parce que les quelques milliers d'exoplanètes qu'on connaît jusqu'à ce jour, on les a toutes trouvées ou presque par la technique de transit planétaire. Je dis toutes ou presque, mais c'est pas toutes. Là, on connaît plusieurs autres façons de détecter des planètes, mais disons que la grande majorité ont été détectées par cette technique-là, qui permet principalement de détecter des planètes qui sont très proches de leur étoile. Donc, on commence à avoir une bonne idée de quoi a l'air les systèmes planétaires tout proches de leur étoile, mais on est encore dans on est encore en phase d'exploration pour ce qui est de plus loin de l'étoile, quand on s'éloigne de l'étoile. Donc, c'est comme si on avait une vision partielle jusqu'à présent de quoi ont l'air les systèmes. Oui, c'est quoi ce système-là de transit pour les gens? La technique de transit, en fait, c'est la technique qui consiste à regarder une étoile et là, on va pas voir directement une exoplanète, on va plutôt détecter indirectement sa présence en observant une petite diminution de la luminosité de l'étoile qui va se produire périodiquement à chaque fois que la planète va passer dans notre ligne de visée. Donc, on va être capable comme ça de savoir
d'abord qu'il y a une exoplanète qui est passée, et ensuite on va avoir une idée sur sa taille et sa distance de l'étoile. Un petit peu de baisse de luminosité finalement. C'est comme un clignotement. Tout à fait, oui. On peut apparenter ça à un clignotement. Monsieur Urbain, dans votre récent ouvrage En route vers les étoiles, vous proposez à vos lecteurs de partir pour Zarmina, une planète située à 20,3 années-lumière de la Terre. Parlez-moi de Zarmina. Zarmina, d'abord, les exoplanètes ont rarement, officiellement, ils n'ont pas de nom aussi poétique que ça. On donne le nombre, le numéro de catalogue de l'étoile et c'est une lettre minuscule qui désigne les exoplanètes détectées en fonction de la à chaque fois qu'on en détecte une, on progresse avec les lettres de l'alphabet. Zarmina, c'est que cette exoplanète-là, son découvreur, sa femme s'appelait Zarmina. Alors, affectueusement, il a donné, quand il en parle à ses collègues, il parle de Zarmina. C'est là que devient le nom de Zarmina. Maintenant, moi, j'ai toujours été un petit peu terriblement optimiste pour ce qui est de l'avenir de l'humanité. Alors, j'imagine une histoire qui est une situation qui se produit dans 400 ans. C'est-à-dire, c'est le même temps qui nous sépare de Christophe Colomb. 400 ans plus tard, l'humanité aurait envisagé de migrer après avoir s'être installé relativement confortablement dans le système solaire, migrer vers un autre système planétaire. Et puis là, toute la problématique, c'est comment le vaisseau est aménagé, qu'est-ce qu'on va manger, de quelle langue on va parler, le nombre de personnes, etc. Alors, le lecteur est invité à imaginer lui aussi ce que serait la migration d'une collectivité humaine vers une exoplanète. On est loin d'être en mesure de faire ça, là. Oui, on est encore évidemment dans les supputations. Et ce qui est fantastique dans ce qui vient d'être dit, c'est que les humains ont été capables d'avoir des instruments pour mesurer une toute petite baisse de l'éclat de l'étoile. Quelque chose de vraiment presque très discret, très très faible. Alors, l'élément le plus fantastique, c'est qu'on soit parvenu, nous, humains, à obtenir ces résultats-là. Et ce sont pour qu'une exoplanète soit au catalogue, il faut qu'elle ait été confirmée, observée par au moins 2 équipes indépendantes l'une de l'autre. Donc, quand on dit 4000, c'est que ça a été, c'est avéré. Bon, mais on a une besace de candidats qui attendent juste leur certification pour joindre ce groupe-là. Oui. Mm-hmm. Mieux comprendre les systèmes planétaires en général, c'est intéressant pour savoir où chercher des planètes qui ressemblent à la Terre. Cela peut toutefois donner une fausse impression, l'impression que la recherche vise à trouver une planète de secours pour déménager l'humanité, mais c'est loin d'être le cas, hein, n'est-ce pas? Oui, moi ça c'est quelque chose qui me tient un petit peu à cœur de préciser que nous les astronomes qui s'intéressons aux exoplanètes, notre objectif premier c'est pas de trouver une planète de secours pour déménager 7 milliards de tata, parce que si l'exercice de Jean-Pierre dans l'imaginaire est vraiment intéressant, à court ou moyen terme, on n'a pas vraiment de moyens pour se déplacer vers... c'est même très, très, très difficile d'imaginer comment on pourrait se déplacer, par exemple, sur les planètes les plus extérieures de notre propre système solaire. On est capable d'imaginer, mais ça reste quand même un gros défi. Quand on parle d'autres systèmes planétaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment très, très loin. On a souvent beaucoup de misère à s'imaginer ces distances-là comme être humain. On n'est pas habitué, on ne vit pas avec ces distances-là. Et même pour moi, qui suis astronome, depuis plusieurs années, je baigne là-dedans, j'ai besoin d'analogies pour comprendre. Puis, il y en a une qui me parle quand même beaucoup. Donc, l'étoile la plus proche s'appelle Proxima du Centaure. On a la chance d'avoir trouvé une planète qui semble probablement rocheuse et qui se trouve dans la zone habitable dont vous parliez plus tôt. Donc, juste à la bonne distance de son étoile pour être ni trop chaude, ni trop froide, pour permettre, si jamais il y a de l'eau sur cette planète-là, je dis si parce qu'on ne le sait pas, mais si jamais il y a de l'eau sur cette planète-là, la température serait confortable pour que l'eau soit à l'état liquide. Donc, pour aller sur cette planète-là, Proxima du Centaure, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, donc on pourrait utiliser, par exemple, la plus rapide des sondes qu'on n'a jamais utilisée, celle qui s'est rendue jusqu'à Pluton récemment, qui s'appelait New Horizon. Ça prendrait quelques dizaines de milliers d'années
à la vitesse de cette sonde-là, qui est la plus rapide qu'on a jamais conçue et qui n'était pas faite pour contenir des humains. C'était une sonde robotisée. Donc, ça donne une idée à quel point on n'est pas encore tout à fait là. Oui. Donc, pour rejoindre Zamira, est-ce que vous prenez un accélérateur? Non, mais d'abord, il y a plusieurs projets, il y a des gens qui ont penché là-dessus. On pense être en mesure, avec la propulsion ionique, d'atteindre à peu près 4/10 de la vitesse de la lumière. C'est certain que pour Zarmina, c'est un voyage de plusieurs centaines d'années. Alors, la question qui se pose, est-ce que ceux qui vont partir, c'est ceux qui vont arriver? Mm-hmm. Puis, vous voyez, de ces jours-ci, dans l'actualité, on parle que peut-être on pourrait être immortel. Tu sais, l'avance de la médecine, les manipulations génétiques, tout ça pourrait faire en sorte que faire disparaître toute problématique de maladie et on envisage l'immortalité. Dans un cas comme ça, 400 ans, quand tu es immortel, c'est pas rien. Mais l'idée, c'est pas d'en faire une règle, c'est de réfléchir à ça et de développer l'imaginaire. On a besoin à notre époque de sortir un petit peu des préoccupations quotidiennes, un rire, un CELI, les réductions chez des commerçants, etc. D'arriver à aller ne serait-ce qu'en esprit autrement. Puis au cinéma, les enfants ont de la misère à comprendre parce qu'ils regardent les films de science-fiction et on a l'impression que comment vous êtes allé juste sur la Lune, vous n'êtes pas allé plus loin que ça. Pour eux, là, tu sais, c'est comme ça, on va d'une galaxie à l'autre, il n'y a pas de problème. Tout ça. Et ce que disait Marie-Ève, c'est vrai que les distances sont faramineuses. Ce qu'on découvre d'ailleurs, notre galaxie fait à peu près 100 millions d'années-lumière. On a un rayon, là, un cercle, là, les planètes qu'on découvre sont à peu près à 1000 années-lumière, plus ou moins, là. C'est tout petit, là. C'est 1/10 de la dimension de la galaxie. C'est notre terrain de jeu, il est donc notre échantillonnage. Est-ce qu'il est représentatif de l'ensemble? Ou est-ce qu'on n'est pas aussi une banlieue avec des bungalows? Tu sais, on est tous un peu sur un modèle semblable. Les projets sur les exoplanètes sont souvent des projets d'équipe et des collaborations internationales. Il est assez rare de découvrir une exoplanète seule dans son laboratoire d'astronomie, n'est-ce pas, Madame No? Tout à fait, oui. C'est une réalité qui est importante puis qui est intéressante à mentionner. Aujourd'hui, en astronomie, la plupart des projets qu'on fait, par exemple, justement, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, ça inclut toujours beaucoup de chercheurs. On a besoin du travail, des compétences, des forces de plusieurs personnes. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça se joue à l'international. Donc, il n'y a pas beaucoup de frontières pour un astronome sur la Terre. Non, c'est sûr. C'est comme si l'astronome, c'est une vision un peu idéaliste des choses, mais ça reste quand même vrai au fond. C'est comme si l'astronome avait une vision tellement, il était capable de prendre un pas de recul pour voir la Terre comme la planète qu'elle est. Donc, il est capable de voir un petit peu par-dessus les frontières qui nous séparent pour travailler ensemble puis arriver à des résultats extraordinaires comme ceux qu'on est capable d'annoncer maintenant presque à tous les jours, des nouveaux systèmes comme ceux que vous avez mentionnés. Oui, il y a une question de technologie aussi. Le télescope spatial James Webb devrait succéder prochainement à Hubble. Quel sera son apport pour la recherche des planètes extrasolaires? Ça va être exceptionnel. Le télescope spatial James Webb, c'est vraiment une promesse là, pour l'humanité qui nous tient tous là, présentement. On est tous extrêmement excités, puis on a vraiment très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un télescope, faut le préciser, qui va apporter des réponses dans toutes les sphères de l'astronomie, que ce soit au niveau des premières lumières, les tout débuts de l'univers, les galaxies. Il y a beaucoup de science qui peut être faite avec ce télescope-là. Mais au niveau des exoplanètes, vous le dites, ça va être la machine de guerre pour aller vraiment faire des découvertes exceptionnelles. Rien de moins. Rien de moins. Monsieur Ruin, êtes-vous d'accord avec ça? C'est une question de technique et de technologie aussi. Je suis d'accord avec ça. Je veux dire, les astronomes c'est une vision d'espoir pour l'humanité parce que c'est un domaine où on coopère. L'exploration spatiale, c'est la même chose. Les gens qui travaillent sur les programmes spatiaux, ils ont pas la notion de frontières. Vous voyez, même si à un moment donné, il y a du tiraillement entre les Américains et les Russes, ça reste que c'est une fusée russe qui part d'un pays étranger à la Russie, le Kazakhstan, pour amener les équipages à la Station spatiale internationale. Fait que ces actions, ces activités-là, que ce soit découvrir, explorer l'espace, développer des équipements pour investiguer notre système solaire, observer la Terre et l'astronomie qui regarde beaucoup plus loin, sont
Ça n'a pas de nationalité. Ce sont des gens, des curieux, qui coopèrent. Et dans la mesure où ça se généralise, ça, on devrait les conflits. Quand on se connaît, on n'est pas à couteau tiré les uns les autres. Et ces activités-là permettent justement ça donne confiance. Oui, ça donne de l'espoir. Vous rêvez d'une carrière en journaliste scientifique? Vous avez de la chance. Le concours de la bourse Fernand Séguin reçoit les dossiers de candidature jusqu'au 6 avril prochain. Depuis 35 ans, ce concours offre aux 30 ans et moins l'opportunité de faire leur premier pas en journaliste scientifique grâce à des stages payés dans de nombreux médias, dont l'agence Science Presse. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur la page de l'Association des communicateurs scientifiques, acs.qc.ca. La quête d'exoplanètes est riche d'enseignements scientifiques. La récente découverte de Lorraine Weiss, l'astrophysicienne de l'Université de Montréal, change notre regard sur notre propre système solaire. Expliquez-nous un peu, Madame No. Oui, c'est intéressant. La découverte de ma collègue Lauren, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont étudié en détail plusieurs systèmes multiplanétaires qui avaient été détectés d'abord par le télescope spatial Kepler. Donc, le télescope spatial Kepler qui utilise la méthode de transit dont on a parlé plus tôt est responsable de la découverte de la plupart des exoplanètes qu'on connaît. Donc, c'est grâce à ce télescope-là qu'on est capable de commencer justement à faire des statistiques, à comprendre un peu, comme je disais plus tôt, c'est quoi un système planétaire normal. Puis, le travail de Lauren avec toute son équipe, ça a été d'essayer de voir de quoi ont l'air ces systèmes-là. Puis, une découverte assez intéressante qu'elle a faite, c'est que intéressante et surprenante jusqu'à un certain point, c'est que dans ces systèmes-là de planètes qui se trouvent autour d'étoiles qui ont été observées par le télescope spatial Kepler, elle s'est rendue compte que autour d'une même étoile, souvent les planètes tendent à être de la même taille. Donc, s'il y a une planète d'une certaine taille, la planète voisine autour de la même étoile va probablement être de taille similaire. Et elle a aussi remarqué que les planètes étaient à peu près distancées, donc régulièrement. Et c'est là qu'elle a utilisé la fameuse analogie de petit pois dans une cosse. Ça, c'était quand même relativement surprenant parce que dans notre système solaire, on n'observe pas une régularité aussi. Non, ça marche pas pour nous. Non, tout à fait. Mais il faut quand même faire la part des choses dans le sens que les systèmes qui ont été étudiés par Lauren et son équipe, ce sont tous des systèmes qui sont extrêmement compacts. Donc, je le disais plus tôt, on est capable d'observer avec la méthode de transit des planètes qui sont vraiment proches de leur étoile. Donc, les systèmes multiplanétaires que Lauren a étudiés, ce sont tous des systèmes qui se trouvent en général là à une unité astronomique de leur étoile. Mm-hmm. Une unité astronomique, c'est la distance qui sépare la Terre du Soleil. Donc, parfois, on va trouver 3, 4, 5, 6 planètes dans cette petite distance-là. Donc, c'est des systèmes qui sont quand même assez différents des nôtres. Et ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas ce qui se trouve plus loin dans ces systèmes-là. Est-ce qu'elles possèdent des grosses planètes gazeuses, comme dans notre système solaire? Est-ce qu'il y a aucune autre planète plus loin? On ne le sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Beaucoup de questions qui restent à éclaircir. La vie existe-t-elle sur les exoplanètes? C'est une question prématurée, mais que vous n'hésitez pas à poser, Jean-Pierre Urbain, dans votre ouvrage. Je l'affirme, parce que jamais on me contredira là-dessus. Personne ne peut dire j'ai parcouru tout l'univers, j'ai cherché de la vie, j'en ai pas trouvé. Bon, c'est un peu prétentieux là, de faire cette affirmation-là, mais je pense que la majorité, sinon la totalité des astronomes, on croit qu'il en existe. Mais vous savez, la croire puis savoir, c'est deux choses différentes. On a de la misère à envisager qu'on puisse être seul dans l'univers. Un univers aussi gigantesque que ça, puis il y aurait juste une petite poussière quelque part perdue dans le fin, sur le bord d'une galaxie où il y aurait des gens qui s'interrogent sur l'univers. C'est inimaginable. Oui, Madame No, y croyez-vous à cette vie extraterrestre sur une planète extrasolaire? J'y crois assez pour y consacrer ma carrière, mais j'ai pas de réponse définitive. Moi, c'est la question qui m'intéresse plus que la réponse. Oui, est-ce qu'il y a des dangers à faire ce genre de recherche? Devrions-nous tenter justement d'entrer en contact, comme le film Contact, là, avec cette mon vie-là? Dieu, ça, c'est une question, j'imagine, pour nos meilleurs éthiciens ou les gens spécialisés en éthique. C'est une très, très bonne question. Je sais pas si je peux m'aventurer sur ce terrain-là. J'aurais tendance, en tant que éternel optimiste, à croire qu'il y aurait du bon à
un contact éventuel si jamais on confirmait qu'il y avait de la vie et qu'on était capable d'entrer en contact, ce qui est deux choses à confirmer. J'aurais tendance à croire, oui, que ça vaudrait la peine et qu'on pourrait grandir et apprendre beaucoup de ce contact-là. Donc. Oui, Monsieur Urbain, qu'est-ce que ça signifierait pour l'humanité si on découvrait de la vie? Ben, d'abord, il y a deux choses. Il y a les règles, il y a les lois de la nature qui sont, par exemple, la vitesse de la lumière, qui est une vitesse qu'on ne peut pas dépasser. Donc, si on parle d'une étoile, une planète qui sera 4 années-lumière, ben la conversation, c'est 4 minutes avant qu'on puisse avoir un retour, etc. Et évidemment, il se peut qu'une planète où il y a des gens qui seraient intéressés à converser avec nous soit vraiment très loin, ce qui fait que la réponse à toute fin pratique, il n'y a pas de conversation possible. C'est une chose. Mais s'il s'avérait qu'il y a une vie intelligente quelque part, on aurait un signal. On n'aurait pas une conversation, mais on aurait un témoignage, quelque chose. On recevrait un signal qu'on décoderait, puis on dirait, ça émane d'une civilisation avancée, etc. Ça poserait de sérieux problèmes pour les humains. Parce que les religions, tu sais, par exemple, les catholiques auraient des complications parce que est-ce que le Christ est venu, est-ce que le péché originel a été attribué à toutes les autres civilisations et on aurait eu la chance d'avoir un Dieu qui serait venu racheter le péché originel. Est-ce que si l'Église catholique est universelle, ça veut dire que l'universel c'est l'univers? Est-ce que le pape pourrait être issu d'une exoplanète, hein, dans un concile? C'est délirant ce que je dis. Oui, ça rappelle beaucoup de films de science-fiction, en fait. Mais c'est des questions amusantes à se poser. C'est des questions intrigantes. En fait, encore sur cet aspect-là, c'est la question qui est plus intéressante. Que la réponse. Madame No, vous êtes astronome et non pas philosophe. Pensez-vous que si on trouve une autre forme de vie, ça viendrait bouleverser notre conception d'être humain ou notre définition de la vie même? C'est une très bonne question. Oui, je pense que oui. Je pense qu'en fait, si à la fin de ma vie, on a cherché puis on n'a toujours pas trouvé, ça va aussi changer la vision. Donc, d'un côté, si jamais on trouve une autre forme de vie, je pense que ça nous remet en contexte. C'est comme une étape supplémentaire dans notre parcours de non, la Terre est pas au centre de l'univers, non, l'homme est pas si spécial que ça. On est un mammifère. Bon, et puis là, ça serait comme une étape supplémentaire de la vie n'est pas seulement sur Terre, il y a de la vie ailleurs. C'est un processus qui est peut-être universel à quelque part. Mais si on n'en trouve pas, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Hein. Comme Jean-Pierre disait, il y a personne qui va pouvoir clamer d'avoir inspecté tous les recoins de la galaxie, ni des autres galaxies. Mais ça amène quand même une idée. Pour moi, ça ramène une idée de richesse, puis aussi de la nature précieuse de la vie ici sur Terre. Puis on dirait que c'est ça qui me frappe le plus dans mon travail d'astronome, parce que bien qu'on trouve des planètes qui semblent avoir des caractéristiques similaires à la Terre, ça n'a pas l'air si évident que ça d'avoir une planète qui est aussi idéale pour les êtres humains et pour la vie en général que la Terre. Donc ça me ramène toujours sur la richesse de ce qu'on a ici, puis l'importance de faire attention à ce qu'on a. Oui. Mais la vie, il y a la vie et la vie, c'est-à-dire que là, la découverte de TRAPPIST, en fait, de cette exoplanète, il y aurait de l'eau, mais il n'y a pas, comme on peut l'imaginer ou le voir dans les films de science-fiction ou dans les romans, le fait d'avoir de l'eau, c'est une vie assez primitive pour nous. On peut pas justement se projeter sur... On ne sait pas. On ne sait rien, en fait. Là, on commence à avoir des précisions sur la densité, donc les nouvelles études qui viennent tout juste de sortir, sur la densité de ces planètes-là. Donc, ça nous donne une indication par rapport à de quoi la planète est composée globalement. Si jamais, puis là, je pensais ça justement, on est capable de déduire qu'il y a probablement une fraction d'eau importante. Mais ça veut rien dire. Je veux dire, oui, on est content peut-être qu'il y ait de l'eau, puis là, ça se trouve à la bonne distance pour que peut-être cette eau-là soit à l'état liquide. Mais il y a tellement de réponses, de questions à répondre encore. Puis on sait pas. Oui, c'est vrai que peut-être que les formes de vie pourraient être très, très, très simples, pourraient aussi être très évoluées. On n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que une forme de vie très simple, ça a besoin de moins à la base pour se trouver là qu'une forme de vie très évoluée. C'est tout ce qu'on sait. Je me souviens pas qui avait dit ça, mais quelqu'un qui réfléchissait à cette question-là, il avait dit comment se fait-il qu'ils ne sont pas déjà là?
Ouais, Feynman. Oui. Parce que, évidemment, quand on regarde, même avec les distances dont on parle, sur des longues périodes de temps, on aurait dû normalement avoir des visiteurs. Mm-hmm. Mais je sais qu'il y en a qui vont au Tim Hortons avec, ils en connaissent beaucoup des extraterrestres. On a tout un courant, là, qu'on est, bon. Mais, il est vrai que, aussi, quand on cherchait des exoplanètes, on prenait le système solaire, on essayait de trouver l'équivalent ailleurs. Puis on s'est aperçu que ça correspondait pas à ça. Puis là, on essayait de communiquer. On envoyait sur les sondes, il y a des disques, il y a des messages, des choses. Comme ça, on pensait qu'eux autres, ils ont le goût de nous parler. Mm-hmm. On s'imagine que s'il y a de la vie intelligente, elle est comme nous, puis on va pouvoir... ils sont intéressés à ce qu'on dialogue avec eux. C'est pas évident, ça, non plus. Non. S'il y avait de la vie sur Zarmina, elle ressemblerait à quoi? Ben, la planète a été choisie parce que toutes les conditions sont là, mais il n'y a pas de vie. D'accord. Il y a pas de... Donc, on va pas spolier, s'imposer à une civilisation, à des organismes. Il n'y a pas de vie? Comment vous le savez? C'est que il y a eu des sondes qui ont été envoyées, c'est 400 ans, hein? OK, c'est ça. Ça, c'est tout dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Hein, Jean-Pierre, OK, on précise. OK, donc... je suis curieuse de savoir comment ça va se passer dans le futur. Oui, mais je te donnerai une copie de mon livre. Oui, je l'ai vu, mais c'est pour préciser aussi aux gens qu'on n'en est pas là. Oui. Absolument pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y sera pas non plus, là. Oui, donc il y a beaucoup de spéculations, finalement, autour de tout ça. Une aussi, c'est est-ce qu'on aura la sagesse de ne pas s'autodétruire? Et si on communiquait avec d'autres, peut-être qui ont passé par cette crise d'adolescence-là qui est la nôtre et qui pourraient nous donner un peu de leur sagesse. Ouais. C'est l'espoir qu'on doit avoir. On va se quitter sur ce bon mot-là. Donc, on était en compagnie de Marie-Ève Naud, astronome, coordinatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, et de Jean-Pierre Urbain, blogueur et communicateur scientifique et auteur d'ouvrages. On vous en mettra quelques-uns sur la page Internet. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr.